Petite question liminaire. Quelle relation entre la valeur individuelle, le statut social et la hiérarchie sociale? Historiquement, en simplifiant évidemment, la hiérarchie sociale a été affaire de force physique, de la possibilité de médiation avec les esprits, comme le prétendaient les chamans, etc. Puis à la raison du plus fort s'est substituée l'hérédité aristocratique de droit divin, pour arriver avec les Lumières et la démocratie à la notion de mérite sous la forme de méritocratie. En quelques mots, il ne tient qu'à toi de réussir par ta volonté libre, et si tu ne réussis pas, tu ne dois t'en prendre qu'à toi-même. En sociologie, comme dans toutes les activités humaines, se pose le problème de l'existence ou non du libre arbitre. En particulier, l'existence éventuelle de la liberté de la volonté humaine est à l'origine de la notion de mérite et surtout de méritocratie. Dans un paradigme spiritualiste, avec libre arbitre, il existe des déterminants, évidemment, mais pas que. Ainsi, le sociologue Gerald Bronner considère qu'il faut tenir compte du fait que l'origine sociale ou le revenu compte autant que le travail de reconstitution de l'imaginaire mental des individus. Les modèles déterministes ne peuvent pas rendre compte de la complexité du social parce qu'ils ignorent le libre arbitre des individus, même si ce dernier reste contraint par les structures sociales et l'avancée des neurosciences. En fait, il s'agit d'une position dite compatibiliste, donc spiritualiste, faisant la part belle au libre arbitre. Même sujet, mais vu du côté du paradigme naturaliste sans libre arbitre. À l'inverse de Bronner, le sociologue Pierre Bourdieu considère que l'illusion du libre arbitre est une forme de méconnaissance qui consiste à attribuer à l'individu la responsabilité de ses choix et de ses actes, alors qu'ils sont le produit de l'habitus, c'est-à-dire de l'histoire incorporée. Dans la foulée de Pierre Bourdieu, le sociologue Bernard Lahire précise: les sciences du monde social montrent, par leurs travaux, qui portent sur toutes les dimensions possibles de la vie sociale, que l'individu isolé, enfermé sur lui-même, libre et pleinement conscient de tout, qui agit, pense, décide ou choisit en toute connaissance de ce qui le détermine à agir, penser, décider ou choisir, est une fiction philosophique ou juridique. La sociologie n'est pas plus neutre que les autres sciences humaines. La position naturaliste ressemble fort au poil à gratter qui, comme l'écrit Bernard Lahire, vient contrarier toutes les visions enchantées de l'homme libre, autodéterminé et responsable. Elle met aussi en lumière la réalité des dissymétries, des inégalités, des rapports de domination et d'exploitation, de l'exercice du pouvoir et des processus de stigmatisation. Ce faisant, elle agace forcément tous ceux qui, détenteurs de privilèges ou exerçant un pouvoir quelle qu'en soit la nature, voudraient pouvoir profiter des avantages de leur position dans l'ignorance générale. La sociologie provoque donc la colère de ceux qui ont intérêt à faire passer des vessies pour des lanternes, des rapports de force et des inégalités historiques pour des états de fait naturels, et des situations de domination pour des réalités librement consenties. On retrouve des commentaires similaires chez nombre de philosophes, comme Patrick Savidan, qui écrit « Conçue dans une perspective radicalement individualiste, l'égalité des chances autorise et rend invisibles les inégalités sociales les plus profondes et les plus durables. Derrière son étendard se recomposent ainsi des castes, se redéfinissent des privilèges, s'élaborent à nouveau des langages de stigmatisation destinés à énoncer la condition de ceux qui n'auront su saisir leur chance. » Même constat pour des spécialistes en neuropsychologie, comme Sama Karaki, qui déconstruit le concept de talent, qui n'est en fait qu'un aspect du mérite méritocratique. Il est probable que notre attachement à l'idée du talent ne soit qu'une manifestation de notre désir intense de transcendance, de toucher l'extraordinaire, un besoin de saupoudrer d'une poussière magique nos propres vies ordinaires. Il y a une continuité d'un système de dominance des plus forts qui justifie leur position de pouvoir par leur talent
C'est un raisonnement qui est complètement fallacieux. Dans un paradigme matérialiste sans libre arbitre réel, les inégalités génétiques et environnementales de départ, patrimoine familial, financier et culturel, ont des conséquences déterminantes pour la vie. L'illusion de la méritocratie permet ainsi de légitimer les injustices par les gagnants du système en produisant une violence symbolique vis-à-vis des perdants que l'on assigne à leur place et culpabilise ainsi à moindre frais. Dans une vision naturaliste, seuls de nouveaux déterminants sociopolitiques, notamment l'équité, l'éducation, les soins, etc., peuvent corriger ces injustices. Et que pense l'homme de la rue de la méritocratie? Prenons un témoignage au hasard, celui d'Albert Einstein par exemple. Ma propre carrière a sans doute été déterminée non pas par ma propre volonté, mais par divers facteurs sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Je réclame du crédit pour rien. Tout est déterminé, le début comme la fin, par des forces sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Elle est déterminée pour l'insecte comme pour l'étoile. Êtres humains, végétaux ou poussière cosmique, nous dansons tous sur un air mystérieux. Mais que se passe-t-il si plus personne ne croit dans un libre arbitre ontologique? Que devient la morale sans libre arbitre? Quelles seraient les conséquences sociales de cette remise en cause? Par exemple, le philosophe Paul Smilansky est partisan d'un nouveau dualisme fondamental impliquant un compatibilisme avec déterminisme dur, tout en insistant sur le rôle primordial et positif de l'illusion du libre arbitre, qui pour lui n'existe pourtant pas. Il écrit « Nous ne pouvons pas nous permettre que les gens intériorisent la vérité sur le libre arbitre, car cela pourrait affaiblir les normes morales et augmenter les comportements égoïstes et malhonnêtes. Peut-on croire que l'on pourra éternellement berner ses semblables? N'est-ce pas, de la part de ce philosophe, un comportement méprisant, immature? À l'inverse des propos de Smilansky, le professeur de philosophie Dirk Perboom objecte que ce sentiment d'estime de soi n'est pas du tout lié à la volonté, encore moins à la croyance dans un libre arbitre ontologique. Les aspects de la valeur tels que la beauté naturelle, la capacité physique native et l'intelligence ne sont pas volontaires. En quoi le scepticisme dans le libre arbitre pourrait, comme le craignait Smilansky, mettre en danger notre société? Il faut dire que quelques études, notamment celles de Vos et Schuller, ont montré que de ne pas croire au libre arbitre augmentait les comportements de tricherie. Une étude plus récente, celle de Nadel Hofer, en 2020, montre l'inverse. Il convient de souligner qu'à ce jour, plusieurs autres tentatives pour reproduire et étendre conceptuellement les découvertes de base de Vos et Schuller ont abouti à des résultats incohérents, soit en échouant à manipuler avec succès les croyances du libre arbitre, soit en n'ayant pas réussi à trouver que leur manipulation réussie influence systématiquement les croyances du libre arbitre sur le comportement moral. Les inquiétudes concernant la prétendue érosion des mœurs de la société à la suite des récentes avancées scientifiques sont probablement déplacées. Et ce n'est pas tout. Allant dans le même sens que l'étude de Nadel Hofer, une publication regroupant 4 études montre que la non-croyance dans le libre arbitre avait un impact positif sur la moralité des décisions envers les autres. Une autre étude, en 2017, ne trouve pas de lien entre croyance dans le libre arbitre et implication morale. Nous pensons qu'il y a de bonnes raisons de douter que la croyance dans le libre arbitre ait des implications substantielles dans le comportement moral au quotidien. Finalement, il n'y a donc aucune preuve que le scepticisme concernant le libre arbitre entraînerait des comportements sociaux délétères. Comment se fait-il que tout ce que nous avons accumulé du point de vue scientifique ne nous ait pas détourné de la croyance dans le libre arbitre ontologique avec toutes ses conséquences sociales délétères? Pour le philosophe Jonathan Glover, nous avons une psychologie tribale, bien adaptée pour survivre à l'âge de pierre. Nous désirons nous identifier à un groupe,
Nous avons tendance à la haine des autres groupes, à l'obéissance, à la conformité et à l'agression. Nous réagissons comme membres d'une foule, à la musique émotionnelle, aux uniformes, drapeaux et autres symboles, à l'amour de l'aventure et au risque. Nous avons besoin d'un cadre conceptuel simple pour comprendre le monde et désirons croire plutôt que douter. Les spiritualistes ont l'habitude de relier liberté et libre arbitre à la dignité humaine. Pour un certain nombre d'entre eux, comme Augustin d'Hippone, Kant, Jean-Paul Sartre, la liberté de la volonté, le libre arbitre, est une caractéristique essentielle de l'homme, qui le distingue des autres êtres, les animaux, et qui lui confère une valeur inestimable. Pourtant, la croyance dans la liberté de la volonté alimente généralement la supériorité de soi, qui est un biais cognitif, qui peut amener aux passions tristes, spinozistes, comme la haine, la honte, l'envie, l'égoïsme, la jalousie, et non pas à la dignité convoquée. La conscience rationnelle d'une humilité nécessaire sans libre arbitre, du souci bienveillant des autres, d'une coopération a priori est gage de paix et de dignité humaine dans le paradigme naturaliste. Autre critique de certains spiritualistes à l'égard du naturalisme, qui selon eux conduirait à un anti-humanisme, un totalitarisme matérialiste, comme en URSS avant 1989, commençons par définir ce qu'est l'humanisme. Selon le dictionnaire de l'Académie française, 9e édition, l'humanisme est une doctrine, une attitude philosophique, un mouvement de pensée qui prend l'homme pour fin et valeur suprême, qui vise à l'épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité. Force est de constater que cette définition est à géométrie variable suivant les intervenants. Chacun s'en réclame, dont Hitler. Pour un bon arien, le nazisme est un humanisme qui se doit de supprimer les champions de la dictature mondiale exercée par les Juifs, ces tyrans des peuples que sont les Juifs, altérés de sang et avides d'argent, et je crois agir selon l'esprit du Tout-Puissant, notre Créateur. Le naturalisme va à l'encontre de ces conceptions racistes, xénophobes, suprémacistes de certains qui se réclament pourtant d'un humanisme, le leur, étriqué, partisan, mortifère, haineux. Il y a bien danger de placer un pseudo-libre arbitre et une volonté de puissance au-dessus de toute autre considération, sans préjuger des conséquences induites, notamment sociales, géopolitiques et écologiques. Il existe bien un humanisme sans la chimère d'un libre arbitre quelconque, car si à tout instant l'humain ne peut être que ce qu'il est, ne peut faire autrement que ce qu'il fait, cela implique le respect de l'autre comme de moi-même, plus aucune référence à une quelconque culpabilité sans supprimer pour autant la responsabilité, une coopération plutôt qu'une trahison, une non-violence absolue, sauf en cas de légitime défense évidemment, une laïcité intégrale, l'équité, une éducation comme priorité absolue, l'accès à la santé pour tous, une démocratie effective et élargie, la sécurité de chacun, une vision du monde universaliste, etc.